RMC, Entre les poteaux, Christophe Cessieux. Salut à tous, le 15 de France et tout le rugby français derrière lui est tombé sur un os samedi après-midi, un os anglais qu'il va falloir maintenant ronger pendant des semaines. Comment l'équipe de France a-t-elle pu perdre ce match qui semblait imperdable face à une équipe anglaise certes valeureuse, intelligente, mais tellement limitée face au talent français. Le talent ne suffit pas toujours, surtout lorsqu'il est gâché par des maladresses à répétition et un coaching improbable qui ont conduit les Bleus à la défaite. Un petit point seulement, mais un petit point qui change tout, car une fois encore, le rêve de Grand Chelem s'envole. Celui de remporter le tournoi est désormais lié à un exploit à venir, celui d'aller battre l'Irlande dans son antre de l'Aviva Stadium dans 3 semaines. Aujourd'hui, avec les poteaux, on va donc tenter de lister, d'analyser tout ce qui a conduit à cet échec terrible. Un de plus dans la désormais longue histoire de la bande à Galtier, qui gagne bien plus souvent que les générations d'antan, mais qui ne sait pas remporter les matchs qui comptent. Bref, est-ce qu'on ne se voit pas un peu plus beau qu'on ne l'est, et plus fort et surtout plus intelligent? Pour répondre à cette question, à bien d'autres, certains sont venus avec des couteaux bien aiguisés, je ne vais pas les désigner. D'autres sont prêts à tout pardonner, c'est l'habitude. Voici dans l'ordre d'apparition à l'antenne, Denis Charvet. Bonjour Denis. Tu me mets où Alors je sais pas, tu plutôt couteau ou plutôt pardon? Non, moi je tape pas sur une équipe qui va être championne du monde dans D'accord, donc tu es prêt à tout pardonner. Wilfried Templier, dans quel camp se met-il? Salut Wilfried. Tu verras bien. Salut. Je vais le deviner. Il veut pas. On va essayer de le deviner et à la fin du podcast on verra dans quel camp vous étiez vraiment. Il faut être couteau ou avocat, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est couteau ou non, j'allais dire une bêtise, je vais pas le dire. Pierre. Alors. Le camp du bien. Le camp du bien. Ouais. D'accord. Nicolas Paul, alors si lui je le connais, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je le connais. Il a un lance-flamme en main. Mais pas du tout. Je vais être avec Il a le Nico, briquet dans une main. Moi je suis avec Nico. Je serai toujours avec Nico. Mais non, mais on n'est pas là pour les brûler. Mais pas du il y a tout. de vraies questions qui se posent. Ah ben évidemment. Et on va se les poser dans ce podcast, comme on se les pose d'ailleurs toutes les semaines depuis des années. Vous êtes remis quand même des émotions de Twickenham ou alors de vos canapés qui ont certainement reçu quelques coups de poing samedi soir aux alentours de 19h30. Comment vous avez vécu cette défaite, Pierre? Raconte-nous. Toi, tu commentais pas, t'étais derrière. J'étais à côté, je me faisais chambrer par les Anglais qui étaient juste derrière et qui disaient à Wilfried, we don't hear you anymore, mate. C'était une bonne guerre. Très chambreux. Je leur ai serré la main. Le match et tout. Moi, j'ai dit good game. Tu leur as dit good game. D'habitude, c'est eux qui te disent sorry, good game. Wilfried, toi, t'étais dans le feu de l'action, c'est différent évidemment. Comment tu as vécu cette fin de match? On fait un peu la gueule quand même depuis samedi soir. Ah bah évidemment. Alors, on se posera la question dans quelques ça gâche instants un peu les prochaines de semaines, savoir si ça nous rappelle pas un peu ce qui s'est passé justement après le match face à l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Nico, toi tu étais dans ton canapé bien installé, tu t'as donné des coups de pied, des coups de poing un peu partout? Mais non, même pas, parce qu'en fait j'ai pas compris. Tu sais, j'ai pas compris comment on a pu perdre ce match, et après j'ai eu de la colère, et après je me suis dit non mais faut quand même le revoir le match, faut se plonger dans les stats. Et bon, quand tu regardes les stats, il y a quand même 2-3 explications qui peuvent expliquer ça, quoi. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne avec Denis. Moi, je l'ai pas encore complètement revu, j'ai vu parfois, mais je vais le regarder en entier. Il y a des choix aussi il y a des choses qui m'ont échappé à moi aussi. À 19h30, donc samedi soir, alors que la France venait de reprendre l'avantage et semblait se diriger vers le succès, ces diables d'anglais nous ont donc boutés hors de Twickenham et privés du rêve de Grand Chelem. Allez Louis, le voilà, l'essai français. Ouais, ils s'en mêlent les pinceaux, les Anglais. Attention, le ballon, il n'y a pas d'en avant sur l'extérieur, ça peut faire essai de Lorenz. Allez, Ramos qui perce sur l'extérieur, il y a Dupont en avant. Quelle action d'essai, 5 mètres de la ligne. Il va y avoir duel, Bielbiarré ou l'Anglais, c'est l'Anglais qui a le ballon. Essai des Anglais. Essai de la part de Tommy Freeman. On repart encore à droite et on fait une faute de main encore une fois. On va faire 100 pompes à chaque en avant maintenant. Et Antoine Dupont, la main sur le ballon pour Bielbiarré. Allez, il y a l'essai au bout. C'est pas fini. 2 minutes à jouer, 6 points d'avance, mais c'est précaire pour les Français. Avec le pilier Baxter, c'est essai des Anglais. Allez, essai au bout. Oui, essai de Bielbiaré. Quel essai. Boum, faut jouer, mais non, on relance pas. Aïe, il relance, attention, il y a beaucoup d'Anglais qui sont là. À hauteur, l'essai d'Eliott Daly. Quel essai d'Eliott Daly. Victoire de l'Angleterre. Le Grand Chelem est perdu, ça c'est sûr. Écoutez Twickenham rougir.
Ah oui, le grand chelem est perdu, ça c'est sûr, comme disait Philippe. Ça nous rappelle. C'est pas beau ça de remettre C'est mal perdu pour lui, ça on l'embrasse. Quand je réécoute un petit peu le commentaire, on l'a vu venir des tribunes, c'est incroyable. Moi, je sais pas vous. Mais c'est un match de dingue sur, après. Sur l'action de Par Ramos, contre, c'est un match de dingue. bien avant, on voyait qu'on n'y arrivait pas. Je sais pas. Ouais, on on venait le voit de venir marquer à un la essai, quand fin, même. mais à la mi-temps, on se dit, on est tellement au-dessus tellement que au-dessus, ça ça va pas arriver. arriver. Moi, j'étais serein quasiment jusqu'au bout. Moi, Je je me dis, trouve mais que non, c'est bon. ils sont trop mauvais. Mais les joueurs c'est étaient plutôt sereins. C'est ça qui est encore plus fou. Alors, il y a Oui, plein d'explications de la défaite à travers ça aussi, hein, on va voir. alors c'est une fin de match évidemment rageante qui ressemble un peu à ce que nous avions vécu sur cette même pelouse 16 mois plus tôt face à l'Afrique du Sud, c'est en quart de finale de la Coupe du Monde, avec une défaite là aussi d'un petit point. C'est pas la même C'était pelouse, Twickenham, mais là c'est Stade de France évidemment, je dis une bêtise. Est-ce que la défaite de samedi fait aussi mal? Oui, c'est pas la première, c'est pas la dernière surtout. Parce que là, Mais non, pouvez les Christophe, compter. je te vois venir. Non, mais Quand tu te plantes, moi je suis heureux. Ah bah, je sais, pour une fois que c'est pas toi. Non mais Christophe, ça fait pas aussi mal, c'est pas possible. Non, voilà, c'est ça. Ça a rien à voir, oui, parce que là tu peux encore gagner le tournoi. Donc tu as encore une extra balle à jouer en Irlande, normalement. Ouais. Oui, Donc, si tu gagnes en Irlande, oui, je sais. Bonus, donc, on ne peut pas comparer au niveau de la détresse. C'est pas du tout la même détresse que face à l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, on se souvient qu'après cette défaite face à l'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France, tout le staff, tout le monde avait mis beaucoup de temps à se remettre de la défaite. Le traumatisme était énorme. Le traumatisme a été énorme, et il n'a pas été annoncé tout de suite. Pendant un temps, on nous disait non, tout va bien, on a évacué tout ça. On s'était bien aperçu que c'était pas évacué. Oui, là, ça va s'évacuer plus rapidement, vous pensez? Moi, ce que oui, mais c'est déjà évacué. C'est un tel gâchis en fait. C'est même pas comparable avec le match contre l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, il y a eu quand même un combat. Il y a pas eu d'énormes occasions d'essai. Il y en a eu, mais contre l'Afrique du Sud, au-dessus des blagues. Voilà, pas au-dessus des blagues. Là, hier, t'étais nettement au-dessus des. Oui, mais alors justement, ça devrait être On encore était plus pas au-dessus rageant. des Sudaf. Non, du tout. Et c'est ce que je dis. On ne peut pas comparer, puisque les Sudaf, ils t'ont contenu les 20 dernières minutes, ils t'ont fait mal. C'était pas la même configuration, mais c'est pas le même enjeu non plus. Mais là c'est plus un problème de gâchis. Moi, je suis frustré de voir encore ce talent-là perdre dans des matchs décisifs. Encore une fois, c'était un match décisif qui comptait pour un grand chelem, dans la perspective de gagner un grand chelem, et tu le perds. Voilà, c'est ça qui me frustre le plus, moi. Et comme disait Nico tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'incompréhension aussi par rapport au match contre les Box, où tu vois sur les secteurs sur lesquels tu as été moins bon, et ils ont été plus forts que toi. Là, il y a quasiment aucun secteur où les Anglais sont meilleurs que nous, donc on va en parler. Les enterrez pas non plus, parce que ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps avec Laurent et tout, on les a un peu trop sous-estimés, je pense, peut-être aussi. Oui, mais Fred, parce qu'à la mi-temps, il doit y avoir, tu l'as dit toi-même, à la mi-temps, il doit y avoir 28-7. Oui. Donc, tu vois, on le perd quand même un peu tout seul, ce match. Oui, bien sûr. Ils ont des arguments, on l'avait vu après en Irlande. Tu sais ce que je trouve qui va beaucoup changer après ce match-là, c'est que bon, après les box et tout ça, on est abattu, c'est la Coupe du Monde à la maison, donc au niveau émotionnel c'est terrible pour les joueurs, pour le staff, pour nous les supporters, parce que c'est un rêve qui s'envole. Mais là, en fait, ils ont une pression comme ils n'ont jamais eu, nos amis joueurs et le staff. Parce que là, tu crois? Je suis pas sûr. À force de perdre autant de matchs, à force de perdre autant de matchs clés, quand tu n'as gagné qu'un seul tournoi en 5 ans, quand tu n'as rien gagné, que tu vas encore perdre un match que tu dois gagner 100 fois peut-être, au bout d'un moment, oui, ils ont une pression comme jamais. Mais si tu sors de ce tournoi avec 2 défaites et que tu perds en Angleterre et en Irlande, c'est un petit fiasco quand même. Mais peut-être qu'on a surestimé la valeur de cette équipe de France aussi. Alors on va en parler. Il y a peut-être la question énorme, elle est là. Bien sûr, c'est la question principale de ce podcast et on va l'aborder dans quelques instants. On va d'abord quand même lister un peu tout ce qui n'a pas été dans ce match, parce qu'une défaite, ça se construit comme une victoire avec plein de petits éléments, de scories, d'erreurs qui accumulées les unes aux autres, aboutissent au drame. Avec toi, Wilfried, on va donc faire le compte justement de toutes ces erreurs, et il y en a eu un paquet, des en avant, des plaquages ratés qui ont donc conduit à cette défaite. Ouais. J'ai issu ça d'un excellent papier qu'on a fait avec Pierre Thévenet sur le site rncsport.fr et l'application. Non mais c'est vrai qu'on s'est regardé le match tous les deux, on s'est re-regardé le match hier et c'est incroyable. On va essayer de synthétiser. Ouais, on a perdu. Non, mais on va essayer de synthétiser. On a eu l'action de la 5e minute. Souvenez-vous, quand Barassi, bon, je vous ai pas toutes les offensives d'avant, mais Barassi met à l'intérieur pour Louis Bielbiarré, qui est à moins de 10 mètres de l'embut, avec les cannes qu'il a. On se dit que ça fait essai, ça fait pas essai. On repart après, à peine 10 minutes plus tard, il y a Thomas Ramos, et c'est important aussi, qui loupe une pénalité 40 mètres face au poteau, parce qu'on perd d'un point. Donc c'est pas dans ses habitudes à Thomas Ramos, effectivement. On arrive à la 20e minute.
il y a cette pénalité jouée rapidement par Damien Penaud dans nos 22 mètres, où on se dit qu'est-ce qu'il fait, et finalement il y a un mouvement extraordinaire de 80 mètres au moins, et Louis Bielbiarré sert Thomas Ramos, et Ramos il a Dupont à sa gauche. Souvenez-vous, on arrive encore à, je dis 10 mètres, c'est même moins, hein. Il a Antoine Dupont mètres, à sa gauche, je pense que lancer c'est presque moins. Et Yann en avant entre les deux, on pensait tous qu'il y avait essai encore une fois, mais c'est pas fini parce qu'une action suivante, il y a Mathieu Jalibert qui ouvre l'intervalle à Penaud. Vous la voyez celle-ci à 5 mètres. Là on a 5 mètres de ligne presque. Bon, là, il va marquer part tout en travers. Seul, il est tout ça seul. fait déjà 3 essais, enfin 4 occasions franches même en tout. Ça peut faire, en arrivant à la pause, ça peut faire au minimum 21-7 parce que les Anglais ont marqué. On a loupé quelques plaquages, on y reviendra. Mathieu Jalibert sur l'essai anglais a été en difficulté. On reviendra sur son bilan qui est pas si mauvais que ça, mais évidemment on a tous en tête ces plaquages ratés à ce moment-là. On part en début de deuxième mi-temps. Bielbiarré arrache le ballon à Marcus Smith sur la ligne médiane. Il part en sprint vers l'en-but. 99,9% des observateurs se disent il y a essai. Sauf que Slate Holm revient, mais il peut remettre intérieur. Il le fait à Movaka. Et Movaka fait en avant, devant la ligne. On a évidemment l'en avant d'Oradou sur un renvoi à la 57e. 42 secondes plus tard, Finn Smith dépose le ballon à Tommy Freeman dans les airs. Ça fait essai anglais. Et puis on arrive à la fin de match sur le premier essai, le premier des 2 essais anglais. Thomas Ramos qui fait en avant en se couchant pour récupérer un coup de pied rasant de Finn Smith. Il y a mêlée, c'est une petite cause, grande conséquence. Mêlée Angleterre, pénalité contre le pack français, touche sur Chessum, Curie-Ora, tentative de Mitchell et essai de Baxter. Là, il mène devant, il mène 19-18. On repasse devant avec l'essai de Bielbiarré, sauf que sur le renvoi, Oradou, il y a Julien Marchand qui est un peu en retard pour le soulever. D'ailleurs, il n'y a pas que Oradou qui est fautif là-dessus, mais il perd le ballon et là, ça va commencer à 10 minutes de pression jusqu'à la relance de Thomas Ramos. Au lieu de dégager, il a le temps. Franchement, il a un mur, il a 4 joueurs anglais devant, mais il a la seconde pour dégager. Devant, il a Curry, Earl, Lawrence et Smith. Grattage de Ben Earl, pénalité, vous savez la suite, avec l'essai de Daly. Ça fait beaucoup d'erreurs pour les Français. Ça fait énormément d'erreurs. Incroyable d'avoir commis autant de fautes de main. Je crois que c'est 19 turnovers, Christophe, et 30 fautes de main. 27, je crois, fautes de main. Comment les joueurs expliquaient ces fautes de main? Est-ce qu'ils s'en sont expliqués d'ailleurs en conférence de presse ou non, Pierre? Pas vraiment. Ils étaient honnêtement. Ballon glissant, d'habitude. Oui, évidemment. Alors, que le ballon contre l'Afrique du Sud, c'était l'arbitre. Est-ce que là, c'est la pluie qui est la cause de la défaite? La pluie, ça a été évoqué évidemment, mais ils ont tout de suite dit que c'était pas une excuse. Enfin, il pleuvait autant sur les Anglais samedi après-midi. Il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de. Faudra qu'on revoie les actions. On leur a demandé si c'était peut-être un petit peu de suffisance. Ça, Fabien Galtier a balayé tout de suite d'un revers de main en disant que cette équipe n'était pas suffisante. Mais c'est vrai qu'on a, comme disait Nico tout à l'heure, il y a une part d'incompréhension sur ces 27 fautes de main. Et autant il y en a certaines qui sont explicables. Celle de Dupont qui fait en avant, on voit qu'il met une seule main pour récupérer le ballon et que techniquement c'est plus dur de l'attraper et la passer au cordeau. Ouais. Mais moi j'ai celle de Damien Penaud en tête où Jalibert lui ouvre l'intervalle tout seul 5 mètres de l'embut, c'est essai tous les jours et il le vomit presque, c'est très étonnant. Je vais t'expliquer, là il voit la ligne avant d'avoir de voir le ballon. Mais il y a eu beaucoup de situations comme ça. C'est une faute qui est assez courante d'ailleurs. Et il s'est fait, happer par la ligne et du coup il rentre pas vraiment le ballon. Mais ça c'est des trucs de débutants. Oui, mais normalement. Parce qu'en plus cette équipe nous avait tellement habitués jusque-là à marquer des essais de manière improbable avec des ballons qui volent, une passe qui atterrit un peu n'importe comment. Et finalement, ils arrivaient toujours à s'en sortir et à aplatir. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'occasions que finalement, chaque joueur est concerné en se disant ça va passer, c'est facile et ça va se reproduire. Sauf que parfois dans un match, tu as une occasion. Oui, mais c'est un problème de concentration aussi. Il y a un problème de concentration dans la mesure où tu sens que c'est tellement facile, mais toi-même, ton cerveau il se déconnecte aussi. Je le pense vraiment. Je pense pas que ce soit la suffisance comme certains l'ont évoqué. Je ne pense pas. Je pense que mais les joueurs... gars, moi, il y a une question que je me suis posée au bout de 30 minutes. On est d'accord que le plan de jeu de l'équipe de France, on l'a vu sur le premier match du Pays de Galles, c'est plutôt simple, c'est du rugby plutôt à une passe. C'était pas le même que le Pays de Galles est là. Attention. Mais justement, c'est là où moi je ne comprends pas. Attends, je termine et tu me dis si je me plante. Donc contre le Pays de Galles, tu vois un rugby plutôt à une passe où tes avants vont fracasser la défense et derrière c'est Antoine Dupont d'animer autour des rucks. On est d'accord, c'était plutôt ça. Et sinon, deuxième solution, c'est tu utilises le champ profond avec du jeu au pied pour Bielbiarré et c'est ce qu'on a fait aussi la semaine dernière, ce qu'on a essayé de faire. Là,
t'as joué dans tous les sens. Donc c'était plaisant à regarder. Mais tu fais ça à Twickenham, dans un match tendu, où il flotte comme jamais, donc tu sais que t'as quand même plus de chances de perdre des ballons. Alors en effet, les solutions, elles étaient là. Moi, je comprends pas qu'à la mi-temps, t'es pas un recentrage du staff sur le plan de jeu et qui dit bon les gars, ok, on a énormément joué sur les extérieurs, on a en effet trouvé des solutions, il y a des couloirs de jeu, mais là on peut se les manger parce que ça fait 3-4 fois qu'on va pas marquer un essai, donc reprenons le plan de jeu de base, occupation, des possessions, on les travaille dans l'axe et ça va le faire, tu vois. Oui, mais moi, j'ai pas compris le changement stratégique sur ce match. Tu vas dans mon sens, ça revient à dire que le match était tellement au-dessus. C'est-à-dire que les Anglais sont tellement presque timorés. Je trouvais que ces Anglais, ils avaient peur de reprendre une tannée. Ah bah, ils nous ont laissé la balle, on avait la balle de match, on l'a pas prise. J'ai l'impression qu'ils ont dit on va pas reprendre 50. Et ils auraient pu, hein, je veux dire. Bien sûr qu'ils auraient pu. Mais donc on s'est emballé, comme disait Christophe, on s'est emballé comme une équipe un peu junior. On est pas resté dans la structure. À la mi-temps, tous les joueurs pensent qu'on va leur en mettre 30. Je le pense, c'est ça le problème. Et là où tu as raison, Nico, c'est qu'on ne doit pas agir comme ça. Le sélectionneur, comme le dit Nico, ne doit pas recadrer un peu son équipe et changer la façon de faire, justement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a 2 ans, il pleut autant. Il y a 2 ans, il pleut autant, on envoie autant de jeux et on finit par gagner 50 pions. En conférence de presse avant le match, Fabien Galtier nous dit que lui, c'est toujours le langage galtien, mais qu'il n'y a pas de plan de jeu, qu'il n'aime pas parler de plan de jeu, il aime parler de système d'adaptation, et il dit on aura une stratégie bien claire contre l'Angleterre. Cette stratégie, on l'a vu, c'était d'envoyer du jeu comme il y a 2 ans. Et le bilan à la mi-temps qu'on se fait tous, c'est ça va passer, comme dit Denis, ça va finir par passer. Un peu comme les All Blacks, ce que les All Blacks se sont dit face à l'équipe de France en novembre dernier. C'est-à-dire, ça va finir par passer. Je suis d'accord que ça passe pas au final. Quand tu ne réfléchis pas et que tu n'adaptes pas. Oui, mais on se plaint tout le temps en disant que cette équipe de France n'est pas belle, qu'elle est chiante. Et quand on essaie d'envoyer du jeu, on dit il aurait. Mais non, mais là, en Angleterre, Twickenham, là, on s'en fout du jeu. On rentre dans les détails là. Mais si on est une grande équipe. Ouais. On ne parle pas de tout ça. C'est plié. Tu peux pas perdre. Ça, je suis d'accord. Non, mais donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir avec les leaders de jeu, avec la stratégie. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'étaler, mais il y a quand même un vrai problème de ne pas avoir une grande équipe qui peut tuer ce genre de match. Parce que la vérité, ce match, on n'arrive pas à le tuer. Donc c'est pas que les en avant, c'est pas que la suffisance, on s'en fout de ça. Mais quand est-ce qu'on a réussi à tuer un match ces dernières années? C'est très rare qu'on arrive à des matchs qui comptent. Il y a 2 ans. Des matchs qui comptent. L'Angleterre en 2022. Il y a 2 ans. Voilà. Non mais donner ces occasions à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud. Vous allez voir, tu peux pas gagner, oui. Oui, mais eux, ils le gagnent 100 fois. Non, mais si c'était la place de l'équipe de France face à l'Angleterre. Mais tu as raison de comparer l'Irlande. Tu prends l'Irlande et ils jouent de la même façon que la France, jamais ils perdent. C'est impossible. C'est-à-dire que. Non, mais moi, tu vois, il y a ça qui m'a interpellé, Denis. Il y a ce côté un peu changement de stratégie. Et au final, ok, tu as des occasions d'essai et tu en as peut-être. On n'a pas retracé tous les derniers matchs, mais tu as très certainement, en termes d'occupation, je crois qu'on est à 54%, mais dans les 22, en première mi-temps, on campe chez eux. On a 12 000 occasions et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dominé outrageusement comme ça, mais t'es pas bon dans les zones de marque, donc au bout d'un moment tu peux te poser la question de savoir si ce fameux système de jeu tu dois pas l'adapter à la 40e, à la mi-temps ou à la 60e. Et puis après il y a aussi un truc, c'est que quand tu as tes cadres qui sont défaillants, et on en a beaucoup parlé entre nous quand on chambre sur le rugby, en disant que cette équipe de France était très dépendante des individualités. Antoine Dupont est pas bon samedi dernier contre l'Angleterre, ça peut lui arriver, c'est le meilleur joueur du monde, ok, derrière t'as pas grand chose. Damien Penaud passe à côté, Thomas Ramos est dans un moins bon jour. Donc voilà, et t'as pas collectivement une force qui se dégage, t'as pas des leaders qui sont capables de dire nous derrière les gars, ça va moins bien. Allez, travaillons-les dans l'axe. Mais Afou il fait un match monstrueux encore. Hein. Ouais, mais tu parles de derrière. Continuons à laisser éclater avec Afou, tu vois. Oui, mais devant on n'a pas non plus exposé tout en mêlée. J'ai fermé. Antonio il est désolé. Moi je trouve qu'Antonio est très bon, mais Afou est très bon sur ce match-là. Il 2 fois en mêlée. Mais Afou il est bon sur 3-4 ballons, mais tu peux pas dire qu'on a eu un ascendant fou devant. Je suis pas d'accord avec toi, Nico. En première, moi je trouve qu'on les domine vraiment, Denis. Tu vois. Après, c'est mon ressenti devant la télé. Je suis pas au stade et ça floute beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment la sensation, tu vois, que devant, on les travaille bien dans l'axe. Ce qui nous permet derrière d'avoir des joueurs qui prennent des espaces. Dupont un peu, mais il l'a pas trop fait. Mais Jalibert, tu vois, Penaud, Ramos, ils ont quand même couru. Moi, j'ai regardé les stats là des mètres parcourus. Mais ils se sont fatigués. Tu as raison, parce que l'heure du jeu, ils étaient fatigués. On a fait comme les Blacks, on s'est étouffé. Oui, ils sont étouffés. 950 mètres parcourus. Et surtout à pas concrétiser.
Donc voilà, mais sur les avants peut-être en première mi-temps, mais après c'est comme contre l'Afrique du Sud, les courbes se sont croisées et on finit mal le quart de finale, et là on finit mal aussi avec le banc. On va en parler tout à l'heure du banc. Alors c'est évidemment surtout en première mi-temps, Wilfried listait tout à l'heure toutes les occasions, bien que les Français ont perdu un peu le fil de ce match. On va écouter d'ailleurs l'analyse de Thomas Ramos sur ce fil, le fil conducteur des poteaux. Il y avait aussi un fil conducteur dans ce match entre l'Angleterre et la France. C'est sûr que si on avait accroché notamment en première mi-temps ce fil-là, comme tu dis, peut-être qu'on ne l'aurait pas perdu en fin de match. Donc voilà, je crois que difficile de dire là comment on le perd en deuxième mi-temps, mais en tout cas c'est sûr que sur notre première mi-temps, il faut qu'on soit plus tueur et que honnêtement quand on joue comme ça, quand on a autant d'occasions d'essai, il faut scorer. Donc voilà, c'est le haut niveau et ce soir j'ai l'impression qu'on apprend encore. On apprend encore, nous dit Thomas. Oui, mais c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu d'impuissance, parce que quand tu apprends encore une équipe qui est susceptible de devenir championne du monde, alors tu apprends tous les jours. Lucide, je trouve que son raisonnement est formidable. On en parlera, mais c'est le 6e tournoi quand même, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est le 6e tournoi qu'ils vivent ensemble. Donc, ça commence à faire. Au bout d'un moment, si on va vous lister tous les matchs qu'ils ont perdus comme ça. Il y en a pas mal. Moi j'ai travaillé pour le Moscato Show là-dessus. Il y a l'Écosse en 2020. Ils venaient de faire 3 victoires. Le carton rouge d'Awas. En 2021, il y a la même rencontre en Angleterre. 3 minutes de la fin, Itoje marque l'essai de la victoire. Ils font le grand chelem 2022. 2023, les Irlandais, ils attendent les Français. Ils ont 14 victoires de suite, 4 essais à 1. Balayé. Le quart de finale de l'Afrique du Sud. L'Angleterre là. Donc on place cette équipe de France parmi les meilleurs. On les place parmi les candidats au grand chelem, au titre mondial. Donc le niveau de critique, il est pareil, il est haut. Et là, quand on vous dit tout ça, c'est trop, en fait. Ouais. Alors, on va revenir un peu sur tous les détails, des ballons échappés, des occasions volées, mais aussi des plaquages ratés. Beaucoup de plaquages ratés et une défense fragilisée. Du coup, les champions dans ce domaine-là ont été Damien Penaud et Mathieu Jalibert. 5 plaquages ratés chacun. C'est trop à ce niveau-là et ça fragilise la défense, Pierre, forcément. Oui, mais je pense pas que ce soit des joueurs avisés précisément parce que, à part sur Jalibert, Wilfried en parlait tout à l'heure, qui rate 3 plaquages consécutifs sur la même action, 2 sur Freeman puis 1 sur Smith, qui fait que la défense française recule et que derrière il y a le premier essai français. Damien Penaud, j'ai honnêtement même pas de souvenir de ces anglais, pardon. J'ai même pas de souvenir de ces 5 plaquages ratés. C'était pas dans des zones cruciales. On n'a pas vu des plaquages qui amènent des essais derrière. À part sur le dernier essai anglais, en effet, c'est pas la première fois. Sur le dernier essai anglais, là, il y a un vrai problème d'alignement défensif. On se fait transpercer trop facilement. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème dans cette ligne de 3 quarts, c'est que Jalibert, Bielbiarré, Penaud et même Ramos à moindre mesure ne sont pas des grands défenseurs et ne sont pas très à l'aise non plus sous les ballons, on en parlera plus tard, mais je trouve que moi je suis pas très serein défensivement quand on arrive avec cette ligne de 3 quarts. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils mettent 2 centres qui sont des besogneux, des gros plaqueurs, parce qu'autour on sent que c'est pas non plus l'assurance tout risque en défense. Ouais, une défense un peu risqué, effectivement. Alors, tu parlais aussi d'un autre domaine où la France a pêché, ce sont ces ballons hauts mal négociés qui nous avaient coûté la victoire face au Box en quart de finale et qui, une fois de plus, ont joué des tours, notamment sur l'essai de Freeman, où Biarré est battu par son adversaire britannique. C'est pas tout. Il y a eu aussi l'entrée d'Oradou, qui a été catastrophique avec 3 renvois perdus par le jeune deuxième ligne. Il reste encore beaucoup de boulot sur ces phases-là. On pensait, Wilfried, que la France avait travaillé là-dessus, mais le travail ne semble pas avoir encore payé, finalement. Moi, j'en ai parlé avec mes collègues la semaine dernière, avec Denis, avec les ballons hauts. Ça m'inquiétait énormément parce qu'on le disait. On me dit, Fabien Galtier nous a dit en conférence de presse jeudi dernier, ça va, sans le ballon, Damien Penaud, ça va. Non, ça va pas. Souvenez-vous le match d'ouverture, je disais c'est pas la première fois. Et il se fait balader par Téléa, il y a 2 essais où il a la tête en l'air. Voilà, c'est un ailier extraordinaire, Damien Penaud. Mais il a des points faibles, et Louis Bielbiarré était visé par les Sudaf en quart de finale, et Thomas Ramos est un arrière extrêmement brillant, mais s'il y a un petit bémol, voilà, c'est sous ces ballons, et en plus maintenant c'est des duels en 1 contre 1, donc c'est très difficile, il n'y a plus d'escorte, il n'y a plus de protection. Et c'est ce qui s'est passé. En deuxième mi-temps, ils nous ont arrosés. Oui, après, on a perdu beaucoup de ballons. J'ai trouvé ça moins flagrant contre l'Afrique du Sud. Les ballons perdus. C'est beaucoup là. Il y a Bielbiarré qui perd son duel.
Et il y a les renvois d'Orado. Contre l'Afrique du Sud, il y a 2 chandelles, on prend 2 essais, 14 points en quart de finale et on perd un point. J'ai dit que c'était moins flagrant samedi que contre l'Afrique du Sud. Pardon. C'est ça que j'ai dit. Que j'ai pas trouvé les Français en perdition sur le ballon. En première mi-temps, ils sont très propres. De la chance. Si tu comprends pas, ça te regarde. En première période, je les trouve très propres, les Français sur les ballons. En deuxième mi-temps, certes, il y a des duels perdus par Biel Biarré. Sur des détails, sur ces détails-là. Je pense pas qu'on perde le match là-dessus. Mais non, mais on n'est pas des tueurs sur ces ballons. Parce que c'est pas dans notre culture. Il y a très peu de joueurs français qui sont redoutables et les autres le savent. Dans cet exercice. Les adversaires le savent. Les Anglais de tout temps ont été bons. Les Britanniques sont bons. Je crois qu'en Irlande, il y a le football gaélique. De tout petits, ils apprennent ça. Non, mais c'est vrai, c'est vachement important. C'est dans la culture. Il est excellent à l'arrière. C'est dans la culture. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Genre, est-ce qu'il faut le travailler? Denis, ça m'inquiète pour la Coupe du Monde, Denis. Il n'y en a pas eu par le passé quand même des arrières qui arrivaient à récupérer les Sadourny. Ouais, non, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. Là, on a 1 contre 1 là. C'est comme le football gaélique là. C'est au plus fort la chandelle, comme on dit. Souviens-toi, Denis, 91 au quart finale de Coupe du Monde, Blanco. Mais non, mais à l'époque, t'étais visé. C'était pas le même combat. Là aujourd'hui, c'est le combat d'homme à homme. Enfin, c'était 1 contre 1 et il te faut le gagner. Freeman, ce qu'il a fait sur Biel Biarré, c'est incroyable. Le changement justement de règles, le fait qu'il n'y ait plus d'escorte, ça peut nous être vraiment très préjudiciable. Mais moi, messieurs, ça m'inquiète pour la Coupe du Monde. Ça m'inquiète pour la Coupe du Monde avec les Sudaf, les Irlandais. C'est une frayeur, quoi. Je pense que même Fabien le voit autant que nous, c'est même mieux que nous. Pour la Coupe du Monde, tu seras obligé d'avoir un tueur à l'arrière. Donc il faudra mettre Buros à l'arrière, quoi. En gros. Je sais pas, Buros, non. Mais c'est peut-être celui qui non, mais Ramos, je condamne pas Ramos parce que Ramos, il est pas mauvais dans cet exercice-là. Il faut pas. Mais peut-être qu'il faut qu'il apprenne. Je sais pas. Il faut que je sais pas. Il y a un truc qui. Non, mais il n'y a pas que lui. Il y a les ailiers aussi. Il y a les ailiers aussi, bien sûr. Oui, que ce soit Biel Biarré ou Penaud, pareil. Oui. Il y a un vrai travail. Est-ce qu'ils le font aujourd'hui? Je ne sais pas, vous le voyez, vous, aux entraînements. Est-ce que ce travail a été des... Pas dans ce qu'on voit nous, mais ils le font. Pas dans ce qui nous est ouvert, mais oui. Ouais, non, mais c'est une vraie question. Comme ça, parce que là, j'ai vu un travail sur quoi? Sur les Anglais ou les Irlandais. Ils balancent ils ont une espèce de pas des boudins là, mais une sorte de baguette immense là. Et quand le joueur va sauter juste avant, il leur balance ça au-dessus d'eux, juste devant leur regard en fait. Le truc il passe juste devant avant que le ballon arrive pour travailler ça. Non, mais c'est une arme aujourd'hui. On le voit, c'est une arme pour toutes les équipes qui sont douées dans cet exercice-là, notamment les Blacks. Les Blacks sont formidables dans cet exercice. Alors ils apprennent ça à l'école de rugby. Je sais pas. Mais bon, nous on n'a pas ça. On n'a pas, mais ça se travaille quand même, Denis. C'est pas inné. C'est pas parce que tu es un Black que tu sais récupérer les ballons. Oui, mais bon. Non, mais les gars, si tu sais que t'es pas bon sur cette phase, tu le travailles. Alors, déjà, d'une, te le travail, mais en plus, tu essayes de faire. Moi, ce qui me dérange en première mi-temps, on n'a pas de problème. Tu fais un plan dans les écoles de rugby pour le travailler aussi. Non, mais ok, mais en première mi-temps. Quand je dis que c'est culturel, c'est comme ça. En première mi-temps, on est d'accord qu'on n'a pas de problème avec les ballons. Non, parce qu'on est chez eux. Ouais. Parce qu'on est chez eux. Le problème en deuxième mi-temps, c'est que tu recules et que tu te fais pilonner dans tes 22 et que là, t'es plus. Donc, si ton plan de jeu, il est vraiment maîtrisé, si t'es bien, si tu t'épuises pas pendant une mi-temps, si t'es frais dans les derniers quarts d'heure, si t'as une bonne gestion du staff, parce que pour moi, le coaching, on n'a pas parlé encore du coaching, on va en reparler, je pense. On y va. Mais moi, changer la charnière, mettre Dupont en 10, j'ai toujours pas compris. J'ai regardé le match encore une fois. Du bricolage, je leur dis. J'ai pas compris. Donc en plus, le staff a pas mis les joueurs qui terminaient en confiance. T'as en effet les courbes qui s'inversent. Donc les mecs qui te pilonnent dans tes 22. Voilà. Si t'as une meilleure gestion de ton match, les Anglais, tu as une telle pression que t'arrives pas à t'en sortir. Tu perds un duel aérien. Tu perds un duel aérien sur la ligne médiane. Ça a pas les mêmes conséquences que si tu le perds dans tes 22 ou à 30 mètres de la ligne dans le but sur un renvoi comme Orado, comme Biel Biarré sur aura toujours un dans tes 30 mètres dans un match, quoi. Ça ira. Ok, d'accord. Non, mais après, Nico. Oui, mais bon. Globalement, je te trouve quand même très critique envers le staff parce que. Ok, il y a plein de problèmes de gestion, mais pour moi, tu ne perds pas ce match-là sur le coaching ou sur le système. C'est pas le staff qui Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. C'est plus une défaite des cadres et des mecs sur le terrain. Rappelons-nous de ce qu'on disait pendant le match, pendant le commentaire. On disait l'avantage, c'est que notre banc en 6-2 va rentrer et va tout défoncer. Les Anglais ont été nuls jusqu'à présent. Ils sont nuls dans ce domaine. Ils n'ont pas de remplaçants. Et nous, on va tout démonter. Ouais, mais ils avaient ajouté Daly et George sur le banc. Enfin, ils avaient
avaient un peu changé le banc. Oui, ils avaient changé de banc. Les Georges, ils ont 42 ans. Notre squad à la française a complètement fait pchit. Ça fait 6 ans. Respecte-le, toi. Il a 98 sélections, Jamie George. T'as vu comment il a rentré? Il a été très bon. Mais non, mais il doit être excellent. Mais on va pas me dire que c'est à cause de Jamie George qu'on a perdu le match. Mais non, mais ça fait 5 ans. Le banc a fait la différence. En fin de match, le banc anglais. Ça devait être dans l'autre sens, c'est le banc anglais qui a fait la différence. Si le banc anglais n'avait pas été aussi fort, je pense pas qu'il gagne. Ouais. Moi déjà j'en ai marre de voir un banc 6 de côté français. J'en ai marre. On se prive d'une cartouche derrière. On veut jouer l'ultra polyvalence. Mais voilà, Gaëton est même pas rentré. Gaëton est même pas rentré, Nico. Gaëton est même pas rentré. Il fait un 7-1. Non mais pour moi ça ne rime à rien. On te dit depuis 5 ans que les finisseurs c'est les joueurs qui te font gagner les matchs. Et là tes finisseurs tu mets Djegou au Radoua qui font ce qu'ils peuvent mais qui n'ont pas l'expérience de ces gros matchs. Tu bascules Le Garec en 9 et Dupont en 10. Tu déstructures totalement ta charnière. Il te manque Olivon, Flamand, Ntamak, Ficou. Ça compte. Justement, tu changes pas. Tu mets qui à la place de. Non mais je parle. Mais oui. Pourquoi tu changes de charnière? Fais un banc 8-0, Nico, parce que sinon tu ne veux même pas rentrer Le Garec. C'est pas ce que je veux te dire. Mais moi, pour moi, tu dois pas faire rentrer Le Garec. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, juste Will. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui justifie tu mets Brennan à la place de Radou, 66e de changer de charnière? En expérience. Mais tu viens de réclamer plus de 3 quarts sur le banc, Nico. Tu viens de dire que t'en as marre du 6-2. Si tu fais un 5-3 que tu fais pas rentrer tes 3 quarts, ça sert à rien. Si tu pars du principe que Dupont ne va pas sortir du terrain, à quoi ça sert d'avoir 3 mecs de derrière sur le banc? Déjà, si tu vois que t'as Penaud et Ramos qui sont défaillants, t'as peut-être un mec polyvalent qui peut pour une fois les remplacer sur un match, être là et amener quelque chose de. Parce que là, du coup, avec tes 2-3 quarts, Gaëtan qui rentre pas, tu crèves avec tes idées. Ok, ils ont le droit, mais ils se sont trompés. Ils se sont juste trompés. Qu'est-ce qui justifie, les gars, le changement de charnière à la 66e minute? Il commence à y avoir des espaces défensivement. Ok, Jalibert rate des plaquages, mais c'est pas. Il a raté des plaquages sur le fameux essai anglais. Et en plus, il est bon. Il commence à y avoir des espaces. C'est lui qui lâche à Bielbiarré, c'est lui qui prend des intervalles et tout ça. Tu déstructures toute l'équipe à partir de ce moment-là. Tu changes ta ligne en défense parce que Dupont il passe 10, donc ça. J'ai pas compris, les gars. J'ai pas compris. Et ça, c'est pas les joueurs, c'est pas les cadres. Ça, c'est un choix du staff. Le pire, c'est le dernier essai où on ne se rend pas compte à quel point ça déstabilise la Donc c'est quoi? C'est le coaching français qui est défaillant et qui fait qu'on est... Non, il faut arrêter de penser que... Il y a une vue aérienne. Si Barassis décale d'un mètre à gauche, il se fixe sur le centre. Mais tu comprends pas. Mais non, il a Moefana à mettre à côté de lui. C'est pas parce que Dupont a pas poussé. Dupont, il fait le double rideau. C'est lui qui plaque des lignes. Bizarrement, ils se font prendre là alors qu'ils sont pas fait prendre du match. Mais parce qu'il s'est fixé. Il s'est fixé, Barassis. Bon, alors en plus, Le Garec reste côté fermé. On le regarde ensemble quand tu veux. Le Garec reste côté fermé. Il a rien fait. Il a les mains sur le ballon porté. Ne dis pas que ça ne vise pas toute une défense collective. Je suis désolé. C'est une catastrophe de ce qu'il a fait. Et je ne comprends pas pourquoi le meilleur joueur du monde, on le sort, on le met à l'ouverture. Mais c'est presque une insulte, quoi. Je sais pas, moi je trouve que c'est très humiliant pour comment il s'appelle? Jalibert. Non, pour Jalibert. Je trouve que c'est très humiliant et ça rend pas service à notre ami Antoine. Antoine, c'est le capitaine. Je suis sûr qu'il est pas content, Antoine, de passer à l'ouverture. C'est son équipe, il est capitaine. Tu le fous à l'ouverture, mais c'est pas la même chose. Alors je te dis pas que le Garec, il a des qualités, mais c'est même pas le propos. Tu vois que ça serein, lui. C'est pas la priorité de le faire. On s'en fout. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est être cohérent. Et là, on n'est pas cohérent. Je suis d'accord avec toi, Denis. C'est pas la même chose que la dernière action. La dernière action, on la regarde ensemble si tu veux. Oui, Barassi se fixe. Mais je suis d'accord sur le placer en 10 alors que c'est ton capitaine en 9, ton chef de meute et tout. C'est incroyable. Ça bouge les choses quand même pas mal. Donc, mais Antoine ne l'avouera pas, mais je suis sûr qu'il est en colère. Enfin, en colère. Ça ne va pas lui plaire, Antoine. C'est pas possible. Mais tu mets pas ton équipe. En fait, tu mets pas ton équipe en confiance. Le staff voit quand même qu'à ce moment-là, le match est en train de s'inverser. Tu le vois que t'es moins bien. Tu le sens que dès que tu marques un essai, derrière, tu perds des duels aériens. T'es fébrile. Mais t'envoies une mauvaise image à tes partenaires aussi. Les signaux que t'envoies à tes joueurs. Les signaux que t'envoies à tes joueurs. Si Mathieu Jalibert mettait des cartouches, et la question se poserait pas. J'ai rien contre lui. Il fait un bon match. Évoquons le cas Jalibert. S'il loupe tant de plaquages, c'est pas possible. Évoquons Jalibert, il a été mis en défaut sur une séquence. En effet, il se fait renverser par Freeman. Arrêtez de penser qu'il plaque pas, parce que là, me dis pas que c'est lui qui. Me dis pas que c'est lui qui. 5 sur 10 à ce niveau-là, c'est pas possible. Non, mais c'est pas 5
sur 10 plaquages loupés, Attends, tu vois. Aldrit, il rate 3 plaquages dans le match. Alors, Aldrit, il rate 3 plaquages. Penaud, il a 2 sur 5. L'ouvreur irlandais, 5 aussi. alors l'ouvreur irlandais qui a été le meilleur joueur du match contre l'Écosse, il a loupé 5 plaquages. C'est marrant ça, Pendergast là, il a loupé 5 plaquages. Il a pas fait le match de Pendergast, Jalibert. Mais attends, pourquoi il a pas fait le même match? Parce que c'est pas le rouleau compresseur du Irlande, nous, hein. Te trompe pas non plus. Bon. Alors, est-ce que Mathieu Jalibert a une tête de coupable désigné? C'est le grand match du lundi. Ça serait trop facile. Non, je vous pose la question. Débattons autour de Jalibert, qui était quand même très attendu. Sa prestation était évidemment très suivie. Il avait une pression énorme sur les épaules. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que aujourd'hui il a marqué les esprits, ou est-ce qu'il s'est complètement raté, ou est-ce que aucun des deux. Entre les deux? Aucun des deux. Il n'a pas fait le match parfait qu'il était presque condamné à faire pour s'imposer en bleu avec le retour de Ntamak. Maintenant, il fait pas un mauvais match du tout. Dans l'animation, il monte en puissance. Je l'ai en parlé de l'action de Penaud. Il lui met très bien. Il a été très sobre. Il n'a pas fait de furiture à part un ou deux petits coups de pied qui restent son petit défaut où il se débarrasse un peu du ballon, il tente un coup perso. Mais sinon, il a été propre. Il a fait ce qu'on lui avait demandé. Il a écarté le ballon rapidement. Il fait une très belle sortie de camp dans ses propres 22 mètres. Il a fait un match propre, sobre, mais pour moi pas assez bien pour renverser la hiérarchie. Mais on sent Nico que dans cette équipe de France, il a peut-être pas la confiance de tous ses coéquipiers, et que du coup, c'est pas le Jalibert qu'on a l'habitude de voir à Bordeaux, quoi. Pas de responsabilité. Moi, je pense que c'est pas les coéquipiers. Moi, je pense que c'est du staff. Moi, je pense que c'est le staff. On a vu énormément Thomas Ramos venir encore s'intercaler à la place du 10, à la place de Jalibert dans l'animation sur plein de phases d'attaque. Il jouait beaucoup avec Dupont, Jalibert qui glissait sur certaines phases offensives. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, on va faire le procès de Jalibert. Là, on a entendu des choses chez certains confrères et tout ça. T'as l'impression que c'est le mec qui est le plus nul du monde. Tu sais que Mathieu Jalibert, il va pas terminer le match avec 15 plaquages réussis, et que en fait, tu le sais avant de démarrer la rencontre. Par contre, moi, que Jalibert se fasse sulfater après ce match-là, alors que le gars, il gagne 98 mètres avec le ballon dans les mains, il met de la vitesse, il lâche quand même un caviar à Penaud que Penaud dégueule. En fin de match, quand il y a des espaces qui s'ouvrent, il prend les espaces, il joue juste, il joue plutôt sobre. Je suis d'accord avec Pierrot. Et voilà. On souligne les faits. En fait, moi, je trouve que sur ce match-là, Jalibert, il a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qu'on lui accorde, et c'est-à-dire très peu de responsabilité de la part du staff. Je suis désolé, un joueur comme Antoine Dupont, qui est incroyable, il n'y a même pas de débat, c'est le meilleur, on est OK. Mais sur ce match-là, pour moi, la responsabilité de la défaite est plus imputable à Antoine Dupont, qui n'a pas été inspiré, qui n'a pas été très bon, qui n'a pas fait de différence individuellement alors que le projet de jeu est centré autour de lui, plutôt qu'à Jalibert. Dupont, il a raté 2 plaquages aussi, tu vois. Alors oui, il en rate pas 5, ok, mais il rate des plaquages aussi. Moi, je comprends pas pourquoi il y a cette fixation sur ce joueur-là, qui a été à l'image de son équipe. Voilà, il n'a pas plus brillé que les autres, mais il n'a pas été plus déconnant que la majorité des autres. Mais ce qui est très frustrant, en fait, parce que moi, j'apprécie énormément ce joueur, mais c'est-à-dire que tu sens le potentiel du garçon qui doit être au-delà, quoi. C'est-à-dire qu'il rend une bonne copie, il est plutôt inspiré, il n'est pas transcendant, on est d'accord, tous. Non, mais il joue pas, il veut pas jouer libéré. La vérité, il joue pas libéré, il joue pas comme Jalibert. Mais en seconde mi-temps, s'il est libéré, il fait 3 ou 4 percés de plus. Mais ça vient de la confiance. Ça vient de la confiance. C'est la plaque tournante de l'UBB. Mais non, tu ne peux pas jouer avec l'UBB comme au niveau international. Mais je dis pas ça. Je suis d'accord. Mais non, arrête. Ça, c'est un problème pour Mathieu Jalibert. Il en a encore fait un qu'il n'a pas récupéré. Il fait un rasant de 2 mètres. Mais non, t'as pas compris, Wilfried. C'est pas ça l'histoire. Oui, mais tu peux pas avoir le Jalibert de Bordeaux. Tout le monde dit regardez comment il joue à Bordeaux, regardez comment il est. Mais pourquoi tu l'as pas? Mais c'est pas. Mais là où je suis pas d'accord avec toi. Mais niveau international, tu fais pas ça. Tu traverses pas tout le temps le terrain comme ça. Mais je te dis pas ça. Je te dis les occasions. Parce que c'est pas le projet de jeu. C'est pas le projet de jeu des Bleus, tout simplement. Là, tu dis des bêtises. Il y a eu plein d'actions où il pouvait passer. Il l'a pas fait parce qu'il est tellement bridé, en fait, par le staff et par Fabien, qu'il ne le fait pas. Mais ça n'a rien à voir, Wilfried. Regarde les Écossais contre les Irlandais, ils peuvent jouer toute la nuit. T'as vu le mur en face? Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de mur là. Les Anglais, il n'y avait pas de mur quand même. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu de. Il y a eu 15 occasions de franchir le rideau et l'anglais. Enfin, il a fait 2 petits coups de pied. Non, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans la retenue. Me dis pas le contraire. C'est pas un problème de Bordeaux ou d'équipe de France. Ça, je suis d'accord. Bien sûr, la confiance. C'est essentiel. Il ne l'a pas de Fabien. C'est extrêmement dur pour lui. C'est extrêmement dur. Will, c'est 2 coups de pied. C'est 2 coups de pied. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est dans une zone et c'est à un moment du match où les Bleus n'avancent pas. Il faut essayer de mettre de l'alternance.
Oui, t'es dans les 40 anglais, mais t'es pas dans une zone. T'es pas à 10 mètres de. Non, mais ok, d'accord, mais les autres 10 ils perdent jamais un ballon. Ouais, me fais pas croire ça quand même. Et puis surtout, moi je comprends, je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau international, tu ne peux pas avoir le même projet de jeu que t'as en club, et tu peux pas. Et surtout avec les individualités que t'as en équipe de France, c'est le meilleur joueur du monde. Tu ne donnes pas les pleins pouvoirs à Jalibert, ce qu'il a à l'UBB, où c'est le principal dépositaire du jeu. Ok, sur ça on est d'accord. Sur ça on est d'accord. Par contre, pour moi, il y a une petite erreur quand même, c'est que mettre un joueur comme ça sur le terrain, tu le responsabilises sur un match comme l'Angleterre, tu sais dès le début de la semaine que ça va être ton 10. Essaye peut-être de t'adapter pour faire en sorte que les qualités de ce joueur-là soient mises en avant plutôt que ses défauts. Parce que si tu demandes, Dupont a dit on ne change pas le système pour un joueur. Ça il l'a dit en texte. Oui, surtout. Il a peut-être raison. Alors il a peut-être raison. On n'a pas changé de système. On s'est pas adapté. Et ben on a perdu. On a perdu aussi parce que à la fin il s'est passé n'importe quoi. Tu dis on s'est pas adapté. Toi-même t'as dit que le plan de jeu n'était pas tout à fait le même, donc c'est bien qu'on a joué un peu plus que quand il y avait Ntamak. Oui, mais ça c'est pas de la faute. Oui, mais ça les gars, c'est pas du coup. Ça du coup c'est pas de la faute de Jalibert. Parce que le débat c'est Jalibert. Qui sied plus à Jalibert, ce qu'on a fait samedi par rapport au Pays de Galles. Est-ce que Jalibert n'a pas été plutôt bon? Mais si, mais je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc moi ce que je comprends pas c'est le procès qu'on fait à Jalibert. Si le débat c'est de dire Jalibert il est mauvais en défense, il est mauvais en défense au niveau international. Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès là. Non, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Arrêtez les réseaux sociaux. Oui, non, c'est quand même aujourd'hui. Ça compte aujourd'hui. Il s'est fait encore une fois défoncer un peu quand même. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Non, mais dans l'ambiance générale, tu as quand même aujourd'hui. Ah, mais il y a une guerre Toulouse-Bordeaux. C'est terrible, c'est terrible. Là, c'est d'un côté quand tu dis que Ramos et Dupont n'ont pas été exceptionnels, t'es anti-toulousain. Quand tu dis que Jalibert n'a pas été bon, t'es anti-bordelais. Et les mecs c'est n'importe quoi. Compilent les uns après les autres de leurs joueurs pour montrer qu'ils ont fait des bons matchs. Les supporters sur les réseaux sociaux sont complètement parano. Et encore une fois, Chris, juste pour terminer, si t'as un banc en 5-3 avec peut-être un Jalibert qui peut rentrer quand il y a des espaces en fin de match, parce que bon, là le débat, ok, on sait qu'on va rester sur un banc 6-2, on sait qu'Ntamak va reprendre sa place et que Jalibert va sortir des 23, et peut-être que les qualités de ce joueur-là, mais bien sûr, peut-être que les qualités de ce joueur-là vont plus s'exprimer sur un banc, un 5-3, avec un demi-mêlée comme Lucu aussi sur les sorties de camp, qui est peut-être plus impactant que Nolan Le Garec. Moi, je suis désolé, les gars. Tu veux mettre les Bordelais, quoi. Mais non, les gars. Non, mais franchement, Benthamy Founa à droite. Mais non, très sincèrement, arrêtez de dire ça parce que tout le monde me dit après que je fais des franchement les gars, ça n'a rien à voir. Maxime Lucu dans le jeu d'occupation et dans les sorties de camp est plus impactant sur un match à Twickenham avec de la pluie que Nolan Le Garec qui a un méga talent, il n'y a pas de débat sur ça. Mais dans ce schéma de jeu là, Lucu, moi je pense aurait été plus précieux sur une fin de match. Voilà. Des nouvelles de Tamac. Est-ce que Tamac va donc revenir face à l'Italie? Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, enfin pas beaucoup de questions là-dessus. Il va revenir, il va récupérer sa place. Il n'y a pas de souci pour lui. Jalibert qui est donc loin d'être le seul fautif sur ce match. Une rencontre où certains leaders habituellement impeccables ont failli. Je pense notamment en fin de match à Thomas Ramos, beaucoup moins à l'aise samedi qu'habituellement. On en parlait juste avant le début de l'émission avec Pierre. La déclat de Thomas sur le premier coup de pied, la première pénalité qu'il tente, il dit que son ballon n'était pas bien placé, il le savait. Il dit qu'il a vu en prenant son élan que le ballon était mal placé. Il dit je sais pas si j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le réflexe de le repositionner comme il faut. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne un peu en parlant de Thomas Ramos, exactement, et qui ne laisse pas du tout la place pour ce genre de petites imprécisions d'habitude. Et puis évidemment donc cette dernière action, lorsqu'il se retrouve dans ses 22 face à toute la défense anglaise, il préfère tenter de relancer à la main plutôt que de dégager avant de se faire cueillir. C'est ce qui aboutit finalement à l'essai. Les explications de l'arrière du 15 de France sur cette phase de jeu. C'est sûr que ce dernier ballon gratté il fait mal. Difficile à... J'ai pas revu les images, mais est-ce que je peux taper, pas taper? J'ai l'impression d'avoir 4 mecs devant moi, donc difficile de savoir si j'ai le temps ou pas de dégager le ballon. Mais encore une fois, il faut que on n'aurait jamais dû se mettre autant en danger sur cette fin de match et ça on peut s'en prendre qu'à nous.
on peut s'en prendre qu'à nous, nous dit Thomas Ramos. Pas sûr qu'il peut dégager. J'ai revu la Ouais, il a le temps. Il arrive lancé. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. vu, quoi. Il attrape le ballon, boum, il dégage en 1 centième de seconde. On l'a déjà vu faire ça. Oui, mais des fois, je disais même, il fait des reprises de volée quand le ballon arrive, donc il sait aller très vite. Non, mais cette fin de match, il faut se remettre dans le contexte. On est totalement sous pression. Donc je veux dire, lui-même il a est sous 4 mecs en face, il a raison de le dire. Il a 4 mecs en face, il est sous pression. Habituellement, s'il n'était pas sous pression, il taperait, il n'y a pas de problème. Là, sauf que là, le contexte, il fait que il est dans une situation qui est compliquée à jouer, et c'est tout. Donc c'est pas, faut pas lui en vouloir. Même avec son expérience, parce que c'est un garçon qui est quand même l'un des tout meilleurs joueurs au monde, il se retrouve un peu coincé sur ce coup-là, et du coup il déjoue un peu. On n'a pas reconnu le Thomas Ramos habituel. Antoine Dupont également, tu en parlais tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, moins prépondérant et moins sauveur de la nation qu'à l'habitude. On le retrouve dans une position de joueur de rugby à 7, c'est curieux. Ça lui réussit sur la relance de Penaud. Ça lui réussit une fois, et puis après... c'est le Bielbiarré après. Mais oui. Il n'a pas été impactant comme il est. Voilà, donc... Il le sait lui-même. Hein. Alors, à qui la faute finalement tout ça? Parce que là, on a un peu dressé le bilan général. On vient de le voir, les responsabilités sont multiples. La presse britannique reprochait dimanche matin sa désinvolture à cette équipe de France, une certaine arrogance. Les symboles, c'est bien sûr les chisteras de Movaca, de Dupont. La chistera de Movaca, elle n'a aucun impact parce qu'on marque derrière, et la chistera de Dupont, elle tombe dans les bras d'un coéquipier. Mais c'est juste une certaine désinvolture. On ne fait pas ça à l'anglais dans son temple du rugby. C'est ça que la presse britannique dénonce peut-être. Non, mais je suis d'accord avec Vincent. Je pense pas qu'il y avait de la désinvolture. Il y avait peut-être un manque de concentration et des mecs où se voyaient derrière la ligne avant d'y être. Non, mais moi, je pense surtout c'est le contexte du match, c'est tout, c'est la facilité. C'était tellement facile, exactement. T'as la facilité face à un adversaire qui te rend tout plus simple, donc tu n'es pas dans une posture où tu vas douter. Donc tu es tellement en confiance. C'est pas la suffisance, c'est un trop plein de confiance. Alors trop plein de confiance également. Mais pas avant le match, je pense. C'est en voyant le. Mais avant le match aussi, c'est vrai que les matchs de Champions Cup, les roustes que les clubs français ont infligés au club anglais, la défaite, enfin la victoire face au Pays de Galles écrasante, on est arrivé peut-être un peu trop plein de certitudes, Wilfried? Ouais, c'est ce que je me disais quand je voyais Chessum, le deuxième ligne, rentrer en deuxième mi-temps et nous mettre à mal sur 3-4 charges. C'est le mec que j'ai vu, moi, Ernest Vallon, prendre 80 points contre le Stade Toulousain. Pendant le match, Wilfried me dit ça y est, on va faire rentrer tous les mecs qui ont pris 80 grains contre Toulouse et Bordeaux. Et au final, mais il a été très bon. C'est ça qui est incroyable. Et si on fait un petit pas de recul et un peu moins supporteriste, c'est génial. Parce qu'on est 2 tons au-dessus, c'est le collectif, le mental et tout, ce que ça peut faire dans un match, c'est génial, pas pour les Français, pour les Anglais. Mais vous vous rendez compte, cette solidarité qu'ils ont, ils sont sous l'eau, ils sont défoncés, et ils s'accrochent, et ils arrivent à nous renverser à la fin. C'est ça qui est incroyable. Ils ont été tellement résilients sur ce match, c'est faux. Alors, le mental, la persuasion, c'est incroyable. Quoi. Alors, je sais pas si les matchs de Coupe d'Europe ont fait que c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Mais alors, du coup le staff de l'équipe d'Angleterre a mis cette équipe en confiance finalement, a réussi à instaurer une confiance, alors que nous, peut-être que Fabien Galtier n'a pas réussi à donner un peu d'inquiétude à son équipe. Elle est arrivée un peu les mains en haut du guidon, comme on dit en vélo, non? C'est ce que d'ailleurs dénonce Richard Dourte. Il dénonce ce trop plein de confiance et l'attribue au management. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, mais on ne vit pas à l'intérieur, donc c'est compliqué à juger. Tu sais, la vie d'un groupe, c'est plein de détails. Donc, moi, il faut connaître les discours de Fabien, tu vois, il faut connaître les relations entre les joueurs. Ouais. Et puis, compliqué. Moi, je ne peux pas répondre. Le match est plus simple, entre guillemets, à aborder mentalement pour les Anglais. Ils restent sur 3 défaites contre les Bleus. Ils se sont fait corriger chez eux il y a 2 ans. T'es outsider, tu dis que les Bleus sont favoris. Tu prends l'eau à la mi-temps, t'es à 7-7. Je pense qu'à la mi-temps, le vestiaire, ils sont tous là à se dire c'est un miracle qu'on soit à 7-7. Maintenant, on en voit tout. Donc, mentalement, c'est sans doute un peu plus simple à aborder côté. Ouais, mais en plus, Denis, rappelle-toi, on avait dit que Itoje disait physiquement, on s'attendait à ce qu'il tente de nous passer dessus. Pendant 20 minutes, ils ont les rotules qui claquent. Et c'est les Français qui jouent, quoi. On les remet tout seuls dans le match, en fait. Est-ce qu'ils étaient empruntés du fait qu'ils avaient un jour de moins de récupération? On les a trouvés vraiment un peu trop, pas du tout agressifs, bizarrement, dans ces 20 premières minutes. Et ils sont moins fatigués au final. Ils ont subi la pression. Effectivement, quand tu défends, tu te fatigues moins quand tu attaques. Et je pense que c'est nous on s'est épuisés tout seuls. Mais
Moi, les gars, l'histoire de la surconfiance, j'y crois pas trop parce que si cette équipe-là, nous, on est en surconfiance alors qu'il y a un an, on se fait casser la bouche contre les Irlandais, on subit un truc terrible contre les Box. Franchement, je vois pas comment ces mecs-là on fait nul contre l'Italie. Peuvent être. Tu fais nul contre l'Italie, je vois pas comment ces mecs-là peuvent être en surconfiance. Par contre, on a perdu la bataille dans les choix du staff. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Dans la préparation de ce match-là, il y a des cadres qui sont passés à côté. On les a listés. Donc c'est une défaite collective. C'est une défaite collective et ça prouve encore une fois qu'on n'est peut-être pas au niveau auquel on pense être. Et les ambitions qu'on s'accorde, faut peut-être les revoir un peu à la baisse. Le problème, c'est que quand Antoine Dupont démarre le tournoi en nous disant avec cette génération-là, il faut qu'on gagne et que tu passes encore à côté, ça fait tâche. Et là, le staff, et franchement, avec les moyens qu'a accordé la fédération, les clubs, tout ce qu'ils font pour l'équipe de France, les temps de préparation, les joueurs qui sont mis à disposition, les mecs qui sont protégés depuis maintenant 4-5 ans, voir que tu n'as gagné qu'un seul tournoi en 2022, parce qu'on peut se projeter un peu sur la suite, on a les moyens d'aller gagner en Irlande, mais ça va être dur quand même. Faut être plutôt lucide. Partons du postulat. Et même si tu gagnes là-bas, tu gagnes pas le tournoi. Et même si tu gagnes là-bas, en effet, tu gagnes peut-être pas le tournoi. Donc tu peux te projeter sur le fait qu'on va encore une fois passer à côté, avec les joueurs qu'on a sur le papier. Ils m'ont impressionné. Moi, ils m'ont impressionné. Ils sont redevenus les Irlandais qu'on connaissait. Avec non, mais ils sont même chiants parce que tu peux jouer toute la nuit contre eux, tu marques pas. Quoi. Qui est en train de tête de. Là, il y a une vraie pression. Il y a une vraie pression sur les Bleus. Il y a une vraie pression sur Galtier et sur son staff là à partir de maintenant, parce que ça fait quand même beaucoup d'échéances que tu rates. Et au bout d'un moment, comme tu disais, Chris, le temps de l'apprentissage. Quand Thomas Ramos il nous dit on apprend encore. Ouais, mais là le temps de l'apprentissage il est révolu en fait. T'es plus censé apprendre. T'as des joueurs qui arrivent à maturité. Donc au bout d'un moment, faut gagner. Faut peut-être gagner moche, mais faut gagner. Et ces matchs-là, tu es censé savoir les gagner avec l'expérience que tu as accumulée ces dernières années. Après, pour mettre un tout petit, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. Quand on prend le tournoi de l'année dernière, faut pas oublier, je pense, faut pas sous-estimer l'impact de la Coupe du Monde et le fait que l'année dernière, tu gagnes que 2 points à l'Angleterre à la dernière seconde chez toi. Tu as failli perdre ce match-là. Tu fais nul contre l'Italie, tu l'as dit. Tu te fais tarter chez toi contre l'Irlande. Non, mais ça failli perdre en Écosse sur un essai refusé aux Écossais. Tu perds en Écosse, tu dois perdre aussi. Donc, non, mais le tournoi est raté. L'équipe de France à la tête. Oui, mais ça peut être imputable à la Coupe du Monde, les gars. Parce que c'est sûr. Mais faut pas oublier qu'aller gagner à Twickenham, c'est pas non plus, même si le match, au-delà du fait que tu dois le gagner ce match-là précisément. Je suis d'accord. C'est pas un scandale de perdre un point. En fait, on est tout le temps en train de leur trouver des excuses. Moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que le tournoi de l'année dernière, c'est parce qu'on est complètement au fond du seau que les mecs ils sont mâchés, broyés et qu'ils ont vécu une déception. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Tu vois, et le tournoi de 2023, il n'y avait pas d'excuses non plus. Donc, et surtout quand ça vient des joueurs. On voit pas comment l'équipe de France, enfin personnellement, comment elle peut aller battre l'Irlande chez elle dans un mois. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on perd les 2 matchs capitaux de ce tournoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut virer Galtier ou il faut conserver Galtier? Est-ce que la question va se poser selon vous? Non. Pour moi, non. Jamais de la vie. Il va aller jusqu'à la Coupe du Monde et dans tous les cas, il ira jusqu'à la Coupe du Monde. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que si on bat l'Irlande, on peut payer 3 ans de contrat. On peut discuter tant qu'on veut. Donc, de toute façon, les choses sont installées. Tous les sélectionneurs, c'est comme ça. Deschamps, c'était pareil chez le foot. Il a un contrat jusqu'à la Coupe du Monde, il ira jusqu'à la Coupe du Monde. Il a un projet qui va jusque là-bas. Maintenant, on peut le critiquer, le mettre sous pression autant qu'on veut. Mais moi, j'ai une question, c'est est-ce que si on gagne en Irlande, mais qu'on gagne pas le tournoi parce qu'on a un point je pense que c'est tournoi raté ou tournoi réussi. Si tu bats l'Irlande, est-ce que ça renouvelle tout? Ça efface tout. Pourtant, tu seras deuxième mais tu n'auras toujours pas gagné. Pour moi, ça efface pas tout. Ouais, mais tu auras battu l'Irlande chez elle. Pour moi, le tournoi est déjà raté, même si tu bats l'Irlande. Je suis entièrement d'accord avec Pierrot. Si tu bats l'Irlande et que tu fais deuxième, ça, pour moi, ça en fait, pour moi, tu resteras sur la dernière impression. Tu resteras sur la dernière impression. Évidemment, si tu te fais taper par l'Écosse derrière, bon, ça change tout. Ça sera une nouvelle victoire à la française. On est capable de faire des coups. Mais c'est pas l'ambition de cette équipe. Pierrot, il a raison. On se souvient de la fin du tournoi l'année dernière, la fin de tournoi réussi et pas le début de tournoi complètement raté. Donc on est resté sur cette impression. Et si on bat l'Irlande chez elle et que derrière on bat l'Écosse, on restera sur cette impression. Et je pense que la victoire face à l'Angleterre, elle part. Vu le contenu du match en Angleterre, le tournoi sera peut-être pas si raté si on fait ce que vous racontez là. Vous êtes sûr qu'on gagne en Italie, quoi?
Ah non, mais là, vous entendez. Non, mais bien sûr. Ça, c'est autre chose. Et non, Ça, c'est pas autre chose. Vous tu as avez oublié qu'il y avait un match. Je suis d'accord, Denis. Oui, t'as raison, Denis, t'as raison. Alors, Mais si on perd en Italie, si on perd en Irlande, si on perd face à l'Italie, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis très confiant, mais je peux être, tu vois, je peux être à côté de la plaque. Je me dis qu'il n'y aura pas de difficulté à gagner en Italie, mais je sais pas, moi, je sais pas. L'année dernière, on doit perdre chez nous. Il y a 2 ans, en Italie, on gagne à la dernière, ils gagnent les Français à la dernière minute, non, Wilfried? Non, on les empêche de marquer un essai à la dernière minute. Ouais. Donc voilà. En fait, moi, ce qui me dérange, Denis, c'est que, ok, on restera sur la dernière impression, je suis d'accord avec toi, crier, on aura tapé les Irlandais là-bas, donc ça veut dire forcément qu'on aura fait un gros match, on va retenir ça et tout ça. Mais là où je suis totalement d'accord avec Pierrot et je suis totalement aligné avec ce qu'il dit, t'es une nouvelle fois deuxième. Et quand les discours des joueurs et du staff, parce que ça, c'est pas nous qui l'inventons, alors nous, on est peut-être des gros béotiens du rugby, on n'y comprend rien. Et d'ailleurs, des fois, on sent que quand on écoute les discours du staff, qu'on n'y comprend rien parce que c'est la NASA. Et même en regardant les matchs, des fois, moi, j'y comprends vraiment rien parce qu'il y a des choix qui semblent aberrants, mais que ça se produit quand même sur le terrain. Le truc, c'est que quand ces joueurs-là et ce staff-là te disent on veut être champion du monde, donc tu veux être la meilleure équipe du monde, et que tu n'arrives pas à gagner un tournoi, ou en tout cas que tu n'en as gagné qu'un sur les 6 pendant lesquels tu as été entraîneur, ça restera un échec. Au bout d'un moment, il n'y a que la gagne. Et tu peux gagner en étant moche, on s'en fout. Oui, parce que tu il les faut places gagner. parmi les meilleurs et parmi les vainqueurs de Grand Chelem possibles. Et donc, et là, tu vois, si les objectifs de Galtier, c'était de nous dire avant le tournoi, bon, on est dans la reconstruction, on a des jeunes joueurs, Oradou Djegou sur le banc, il faut vraiment qu'on leur fasse accumuler ce temps de jeu. On doit faire voilà, mieux pareil gagner pour l'Angleterre, Gaëtan. mais ça se fait pas d'un claquement de doigts, hein, gagner un tournoi. Hein, Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le discours. Ce qui me dérange, c'est le discours qu'on nous sort. Si jamais le discours, suffit pas de dire on est les Français, on a ces joueurs-là. c'est comme dans une. Mais non, mais c'est comme dans une entreprise, Will. Si t'as un journaliste qui a 21 ans, tu vas pas lui demander de sortir les mêmes infos qu'un journaliste qui a 45 ans. Le problème, c'est le discours que t'as avec tes gars. Mais non, mais tu fais bien d'en parler. C'est le discours que t'as. Quand le discours c'est on veut gagner et que tu gagnes pas, ça veut dire que les objectifs que tu te fixes, tu les atteins pas. Ouais, non, mais il est lancé là. Il est remonté. Il est remonté comme un con. Ouais, parce qu'on va devoir conclure, parce que toi, il faut que tu passes au maquillage quand même à ton âge. Ça va prendre au moins une bonne demi-heure pour essayer de te rendre quand même visible à l'antenne. Un tout petit mot. Donc, la semaine prochaine, retour au top 14. Il y a des joueurs qui sont protégés, d'autres qui ne sont pas protégés. Jalibert est protégé. Alors, est-ce que vous avez comment vous analysez cette liste? Ceux qui n'ont pas beaucoup joué ne sont pas protégés, honnêtement. D'accord. C'est que ça. Gaëtan n'a pas joué, il est protégé. Guillard. Colombe, Guillard et Oradou qui a fait quand même une entrée compliquée. Ça me paraît normal qu'ils ne soient pas conservés. Les 19 autres, c'est ceux qui ont le plus joué dans les joueurs restants. Donc je pense que c'est juste une question de gestion de temps de jeu. Le fait que Jalibert soit dans les 19 protégés ne veut absolument pas dire qu'il sera dans les 23. D'accord. On peut s'attendre quand même face à l'Italie à quelques retours, notamment celui de Gaël Ficou qui devrait être. C'était 6 à 8 semaines à partir du 1er janvier. Donc on va attendre le feu vert encore. Ça risque d'être un peu juste. On l'attendait plutôt pour l'Irlande le 8 mars. Donc à voir s'il sera définitif. Flamand, c'est OK. Flamand, c'est OK, ouais, Wilfried. D'accord. Vraiment, ça devrait être bon. Bon, écoutez, nous verrons ça. C'est un retour important. Prochain épisode, donc ce sera dans 15 jours face à l'Italie. À Rome. Tu nous as mis le doute maintenant, en plus. On va perdre en Italie maintenant. Ça fait 2 ans qu'on galère contre les Italiens. Pas à la Coupe du Monde. Pas à la Coupe du Monde. Mais je pense que ça serait terrible de ne pas la respecter, parce que vu ce qu'ils ont fait depuis 2 ans contre nous, je pense qu'ils vont avoir envie de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ils avaient pris cher. Oui, mais un contexte, ils avaient joué les Blacks avant, ils étaient en bout de course. Prenons pas ça comme exemple, parce que ça servirait à rien, il me semble. Très bien, merci messieurs. On relâche Denis pour le maquillage, pour aller au SMS. On relâche pas Olorsi, il sort sa cage aussi. Je vais aller me battre. J'y vais, je vais me battre. Merci les garçons, on se retrouve la semaine prochaine dans Entre les poteaux. Bonne semaine, ciao.